coup, il a fait une marche symbolique pour aller jusqu'au bord de l'eau et récupérer du sel. Et il a interdit aux femmes de participer à cette marche. En fait, c'est pour les protéger, j'imagine. Bah non, c'était une marche Bah oui, pacifiste. c'est une marche pacifiste. Beau parleur. Ouais. C'est quoi, dans la société d'aujourd'hui, ça s'appelle un prophème. Gandhi a fait ce qu'on appelle des celibate experience. Dormir nu avec des jeunes femmes. Tout le monde est à Walp et le but c'est de pas toucher. D'ailleurs, parmi elles, sa propre nièce, qui a 17 ans, qui le frappe pas mal de fois. Vraiment, il y a un délire autour de Gandhi et sa sexualité. Et penser qu'une femme pure trouverait la force de ne pas céder à son agresseur. Céder à son agresseur. Ouais, c'est... Ça n'a aucun sens. Hello, c'est l'été et j'avais envie de vous proposer un petit format qui change. Il se trouve que je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Marie. Hello. Qui a beaucoup trop d'énergie pour moi. Marie a un podcast qui s'appelle Marie et ses cafards, où des gens viennent partager des histoires qu'elles ont eues avec des personnes toxiques qu'elle appelle des cafards, tout simplement. Tout simplement. C'est Alors, juste des hommes. On va raccourcir. Ici, on est radical. Ce que j'aime beaucoup avec son podcast, c'est que même si les sujets sont parfois lourds, les discussions restent légères, feel good. Marie est une meuf drôle, donc vraiment ça passe trop bien. Et surtout, ça permet de mettre des mots et de s'éduquer sur certains comportements. Ouh. Donc c'est trop bien, en plus soi. Merci pour cette belle présentation, Camille. Du coup, on s'est dit, est-ce que on ferait pas un crossover de qualité ? Crossover de malade. La qualité est discutable, mais le crossover est là. Du coup, on a mixé nos deux podcasts. Ça donne les cafards de l'histoire. Les cafards de l'histoire. Et les cafards qu'on aurait préféré oublier de l'histoire. C'est ça. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. En gros, il y aura 4 épisodes qui vont sortir de ici, de chez elle, pendant tout le mois d'août. Et les liens seront dans la description. Tout à fait. Jusqu'au jour où un des hébergeurs décide de faire des cross-épisodes, cross-podcasts, pour qu'on puisse publier chacun de son côté. Ça serait incroyable. Voilà. Si un hébergeur nous écoute, faites ça, quoi. S'il vous plaît. Mais avant de commencer, je dois vous avertir de quelques trucs. Avec Marie, on s'est dit, tiens, ça serait trop bien de faire ça, mais on s'est mis un tunnel alors qu'on n'avait pas le time de ça. Et il se trouve que pour le sujet du jour, c'est un sujet très, très, très complexe pour ma part. Je vais être honnête, depuis la création de mon podcast, je n'ai jamais eu un sujet aussi dur à traiter. Putain, c'est un truc de ouf. Et je ne m'attendais absolument pas à ça. Ouh, c'est croustillant. On va parler de Gandhi aujourd'hui. Et je me suis dit quand même, le type est connu. Ça fait un petit moment qu'il nous a quittés. Sûrement que les sources seraient raccords sur beaucoup de choses. Et en vrai, ce n'est absolument pas le cas. C'est un truc de malade. Comme quoi, même côté historien, on peut se dire, ouais, c'est des gens académiques ou quoi. Bah, les sources, elles se fightent entre elles, quoi. Et les gens interprètent beaucoup selon leur propre image qu'ils ont de Gandhi, non ? Bah, ouais, en gros, il y a vraiment la team pro-Gandhi et anti-Gandhi. Et il y a les gens qui sont un peu neutres, mais qui vont pas forcément parler des choses un peu touchy, tu vois. Ok. Du coup, c'est vraiment un enfer pour trouver des sources fiables. N'ayant pas accès moi-même aux lettres de Gandhi ou des trucs comme ça, j'ai essayé de vérifier un max. Mais voilà, il est important de vraiment garder un esprit critique sur ce que je vais dire. Et c'est fort possible qu'il y ait des bêtises qui sortent. J'espère que vous nous pardonnerez. Moi surtout, parce que c'est moi qui s'occupe de ça. L'idée, c'est quand même de chill, quoi. Ouais, genre, c'est ça. C'est un contenu d'été à écouter sur la plage. Au pire, au mieux, vous brillerez en soirée avec ce que vous allez apprendre. Au pire, vous aurez juste rigolé, quoi. On espère, voilà. Donc c'est le thème finalement de cette série de l'été qui est le freestyle total. C'est chill, c'est ambiance été. Voilà. Et on va bitcher sur les hommes historiques. Trigger warning, potentiellement sujet un peu délicat. Il y a quoi. agression sexuelle. Ok.
Au cas où ce sont des sujets un peu sensibles pour vous, Ouais. il y aura d'autres épisodes que vous pourrez écouter. Même si en fait ça va être un peu c'est un peu des trigger warnings sur tous les épisodes, quoi. C'est un peu la thématique. Qu'est-ce que faisaient les hommes à cette époque à part violer des meufs? On ne sait pas. Mais Gandhi, a priori, n'a pas V. Donc, Ah, ok. Ouais. Grand homme finalement. Au cas où, je vais faire une présentation très succincte de Gandhi, juste pour celles et ceux qui connaissent pas tant que ça le bonhomme. Alors, oh oui, par contre, les prononciations, sorry, hein, mais voilà. Je suis désolée. Trigger warning. Sur mon indien qui n'est pas du tout là. Mohandas Karamchand Gandhi, déjà, on commence bien, né en 1869 en Inde et est mort assassiné à New Delhi en 1948. C'était un avocat indien, nationaliste, anticolonialiste, mais ça, il y a débat, et une personnalité connue pour avoir employé la résistance non violente. Il naît à une époque où l'Inde est une colonie de la couronne britannique et vient d'une famille très aisée. Naturellement, il est très spirituel et dans la religion hindoue. Il va se battre, mais de façon non violente, pour l'indépendance de l'Inde et est considéré aujourd'hui comme le père de la nation en Inde. Donc c'est un peu une figure à qui on touche pas finalement. Petit titre, quoi. Ouais. Alors pourquoi on parle de lui aujourd'hui? Alors qu'il a tout d'un good guy sur le papier. C'est quand même une icône mondiale de la paix et de la non-violence. Et voilà, quoi, il a aidé l'Inde et tout. Et ben, en fait, dans cet épisode, j'ai envie de vous montrer que personne n'est parfait. Que lui a aussi eu des comportements, actions et des paroles quelque peu problématiques, on peut le dire. Et que c'est jamais sain d'idéaliser une personne parce que les gens ne sont pas tout noirs ou tout blancs en vrai. Et voilà. Désolée pour cette intro un peu longue. Je préviens aussi, je vais pas faire par ordre chronologique et tout. Je vais plutôt faire par thématique. Parce qu'il y a plusieurs thématiques problématiques qui vont ressortir. Il y en a qui sont pas forcément soulevées par tout le monde, mais moi, ça m'a un peu mise mal à l'aise quand j'ai lu certains trucs. Donc, je vais le partager. C'est très subjectif, cet épisode. On va commencer par son arc Afrique du Sud, parce que Gandhi a vécu 21 ans en Afrique du Sud. Ok. À noter qu'il vient là-bas parce qu'il trouve du taf là-bas. Il avait fait ses études en Angleterre pour être avocat. Il rentre en Inde, mais là, il galère à trouver du taf. Et du coup, on lui en propose en Afrique du Sud. Il va là-bas et voilà. Et là-bas, au début où il arrive, il va se passer un truc qui est un peu considéré comme un pivot dans sa vie. En gros, il voyage dans un train en première classe. C'est un mec riche, quoi. Ouais, il est fils d'un premier ministre d'une principauté en Inde. Ah ouais. C'est pas hyper connu, ça, qu'il venait d'une classe hyper privilégiée. Après, moi, j'y En connais France, rien, pas donc, trop, mais je crois que si, parce que justement, il y a le côté, après, il s'est sacrifié. Quoi, tu vois, il a sacrifié son héritage économique pour vivre dans la pauvreté, si je peux dire, et du coup, Ok. ce qui a été mal vécu d'ailleurs par son fils aîné. Tu m'étonnes. Toi, t'as pas choisi les combats de ton daron. T'as plus de thunes. Il saoule, le mec, il est même pas là. Genre, parce que là, au moment où il est en Afrique du Sud, il est déjà marié. On en reviendra plus tard, mais du coup, il lâche un peu sa famille pour aller là-bas. Bon, ils vont les rejoindre après, mais voilà. Du coup, il prend ce train en première classe. Et là, il y a un voyageur qui le voit et qui dit no way, quoi. Genre, pas de ça, là. Pas d'Indien en première classe. C'est ça. Ok, waouh. Et du coup, il lui demande d'aller en 3e classe, là où sont les non-blancs. C'était en quelle année? 1893. Et du coup, il refuse Gandhi parce que, voilà, il a son billet, tout ça. Il va se faire littéralement jeter du train. Wow. Bon, il n'était pas en marche, hein, ils étaient à l'arrêt à la gare. Ouais, mais quand même. Mais du coup, il va passer la nuit dans la gare et pour lui, c'est un peu un coup dur parce qu'il vient quand même d'une famille très aisée et tout. Il n'a jamais connu ce genre d'humiliation. Du coup, il se dit, je vais commencer à lutter contre la discrimination envers les Indiens. Et oui, juste les Indiens. Parce qu'à noter que pour Gandhi, à l'époque, il y a quand même un ranking. Genre, ok, il y a les Blancs qui sont au-dessus, il y a les Indiens, et en bas, tout en bas, il y a bien évidemment les Noirs. Clairement, il n'en a rien à foutre des Noirs. Du coup, il va se plaindre que les Indiens soient traités de la même façon qu'eux. Oh. Il y a un terme, genre je vois qu'il y a débat un peu sur le terme, je préfère prévenir avant, c'est le terme de kafir, qui
en Afrique du Sud est là pour définir les Noirs. Ok. C'est un peu l'équivalent du N-word aujourd'hui. Ok. Sauf qu'a priori, à l'époque, plusieurs sources se contredisent, mais a priori, il se peut que c'était pas non plus si discriminant. Quoi, si c'était complètement discriminant, mais c'était pas une insulte forcément. Quoi, genre, Ok. c'était plus vu en mode on sépare les gens, mais c'est pas, il n'y avait pas une connotation insultante. Mais comme dans tous les cas, en vrai, genre, Oui, je c'est- trouve qu'il y a débat quand même parce que à partir du moment qu'il y a un terme pour définir un peuple discriminé, est-ce que ce n'est pas dégradant? Et voilà, bref. Oui, oui. C'est un autre sujet. Et du coup, il nous dit, eux, en parlant des Européens, qui désirent nous abaisser au niveau du kafir, à l'état brut, dont l'occupation est la chasse et dont la seule ambition est de rassembler un certain nombre de bétail pour s'acheter une épouse, puis de passer sa vie dans l'oisiveté et la nudité. Oh, waouh. Donc, voilà. Gros genre- racelard, quoi. Genre, combattre les discriminations en étant raciste. Mais après, d'un autre côté, je fais vraiment l'avocat du diable à chaque épisode, c'est terrible. Dans les dynamiques de violence, enfin, tu vois, il y a un... Oui, il y a toujours, Il y quand a t'es un- dominé, tu veux aussi pouvoir dominer d'autres personnes. Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu subis des violences, tu te rends compte que tu les perpétues Ouais. aussi sur d'autres personnes que tu catégorises en dessous de toi, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tu ne reproches pas la catégorie qui est au-dessus de toi, mais celle qui est en dessous de toi souvent. Et, Ouais. Bah, c'est exactement les mêmes Ouais. dynamiques avec, tu vois, les personnes précaires qui, Ouais. oui, bah avec les qui bourgeois. défendent les genre, riches, tu vois. ouais, tu c'est vois. exactement ça. Ouais. Le problème vient des pauvres. Et là, bah, du coup, des Noirs. Il va aussi se plaindre d'une cohabitation dans les quartiers de Johannesburg où il trouve que c'est injuste que les Indiens soient mêlés à eux. Mm. Il se bat pour ça, pour ne plus être dans la même catégorie. Et il y arrive. On va dire, ouais, ok, après tout, vous êtes une colonie à nous, bref, on s'en fout. Je vais faire un tout petit peu l'avocat du diable aussi, entre guillemets. Bah, c'était complètement le mindset de l'époque aussi. Il vient quand même d'un milieu très aisé, où il n'a pas trop connu, voilà, il n'avait pas trop à se questionner entre personnes, et qu'il n'a a priori jamais côtoyé de noirs aussi de sa vie. Mais en Angleterre, quand il a fait ses études en Angleterre, il a pas subi de discrimination? Pas tant que ça. Ok. Enfin, rien qui A l'a marqué priori, en tout cas, non, parce ouais, que... parce que j'en ai pas vu, en tout cas. parce C'est que pas je- sorti dans mes recherches, je ne sais Ouais, pas. ouais, Voilà. ok. Parce que je me dis, vu à la période où il était en Angleterre, c'était au moment où les Britanniques colonisaient l'Inde. Oui, ça arrivait bien. Quoi, là, ça faisait longtemps que l'Inde a été colonisée. Hein. Ouais. À savoir que Gandhi a fait beaucoup de tôle dans sa vie. Il a fait des aérodromes en prison. Et a priori, certaines sources diraient qu'à un moment donné, il a fait de la prison avec des Noirs et du coup, il a pu échanger avec eux. Et c'est à ce moment-là qu'il a quand même changé de mindset là-dessus. A priori, je ne saurais pas dire à partir de quand, il y a personne qui donne vraiment un moment défini, mais il y en a beaucoup qui vont utiliser le terme maturité. Ça me fait très rire. Ah, waouh. Mais du coup, à un moment donné, il va être mature, enough pour changer d'avis et ne plus être un gros racelard. Donc il s'est quand même éduqué. Ok. Voilà, jeune, c'était un gros racelard, mais en fin de vie. En fait, ça plus montre trop. genre la xénophobie, quoi. C'est qu'en fait, connaissait pas Ouais, ces c'est ça. populations et donc il avait des a priori. Et après, quand il a commencé à les côtoyer, il était en mode genre. Ah, c'est des gens. Ce sont en des fait, êtres humains finalement. comme nous. Ouais. C'est incroyable. Ok. D'ailleurs, Nelson Mandela himself a pardonné à Gandhi. Disant qu'il était finalement très normie avec les pensées de l'époque Ouais, oui. et c'est vrai. que son image et l'héritage de ses combats pour la justice sociale étaient plus importantes. On verra à la fin de Ah oui, l'épisode. c'est ce que j'allais dire. Bon, voilà. Voilà où on en est pour finalement l'arc raciste de Ok. Gandhi. Moi, il y a un petit truc que j'ai lu. Ça m'a donné un peu la chair de poule quand j'ai lu ça, mais a priori, les gens, ça choque pas tant que ça dans mes recherches. Donc. Ok. En gros, il a fondé plusieurs communautés qu'on appelle des ashrams. Et dans ces communautés, les gens vivaient tous ensemble, qui avaient pour principe de vivre plus simplement autour de la spiritualité, de l'autosuffisance, tout ça. Donc là, ouais, on est beaucoup dans le partage, etc. Mais c'est quand même un endroit où finalement, il va éduquer sa pensée à lui, à ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est une secte, quoi. Alors, oui et non. Parce Ok. que les gens sont quand même libres de venir et repartir. Même si les gens sont pas trop d'accord avec ses pensées, ça peut se fighter un peu. Mais dans l'idée, c'est tout le monde vit ensemble, mais d'après mes préceptes, tu vois.
Et moi, je Ouais. trouve que ça fait un peu ego trip de fiou. Ouais. Du coup, genre, je trouve que c'est... Sachant qu'il y a des enfants aussi dedans qui sont éduqués d'après ses préceptes, etc. Mm. Genre, il va faire des petits talks, on va dire, une fois par semaine là-dedans pour dire ces trucs spirituels et tout. Ouais. Et d'ailleurs, pendant que... Alors ça, c'est un truc qu'on va revoir plusieurs fois dans l'épisode, mais pendant qu'il est dans ses colonies, il va faire le brahmacharya, ou brahmacharya, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un vœu de chasteté. Ok. Il décide du coup de ne plus ken sa femme. À noter qu'il avait déjà eu 5 enfants, dont un mort-né. Ok. Et bien sûr, le vœu, il le fait solo, hein, quoi, genre il en parle pas à sa femme, hein, genre il lui impose. Il va un peu imposer ce truc-là à tout le monde dans la communauté, Ah. alors que les gens n'ont pas fait ce vœu de chasteté. Il est en mode, ouais, non, mais vous dormez séparément, des trucs comme ça, quoi, genre... Bah, c'est très pieux, quoi. Oui, c'est très pieux. Ouais, mais du coup, ça fait quand même un peu de dérive sectaire. Parce que de Oui. base, il veut juste partager ses idées, pensées, ses convictions avec des gens. Mais au fur et à mesure, il prend un peu la confiance. Et il commence à imposer Ouais, son style de vie, quoi. c'est ça. Ouais, donc ça fait dérive sectaire, quoi. Je trouve que... Mais ouais, moi en vrai, aussi, c'est ça. je trouve. Mais Ouais, et les gens, ça c'est les jamais choque pas. noté comme ça, en tout cas. Ah, Genre, ouais. j'ai pas trouvé, comme j'ai dit, c'est qu'en fait, il y a tellement de dark. Genre, du coup, il y a des trucs que j'ai mis un peu plus de temps à vérifier que d'autres. Et Mm. du coup, j'avoue que finalement, les gens parlent très peu de ces ashrams Ok. en soi. C'est pas le plus important pour eux. Ensuite, il va rentrer. Là, je prends un moment où il rentre en Inde. Et il y a un autre truc qui chiffonne les gens, et moi aussi d'ailleurs, c'est comment il gère les castes. En Inde, il y a ce qu'on appelle des castes. C'est un peu une hiérarchie sociale où les gens sont nés dans une caste et ils ne peuvent pas vraiment en sortir. Et du coup, il y a plusieurs castes. La plus élevée en haut de la pyramide, ce sont les brahmanes, ce qui est prêtres érudits. Ensuite, juste en dessous, on a les kshatriyas, les guerriers et rois. En dessous, on a les vaishyas, qui sont les marchands, artisans, agriculteurs. Et tout en bas, on a les shudras, les travailleurs et serviteurs. Et à côté, les intouchables, qui sont donc du coup impurs et qui subissent une discrimination extrême. Parce qu'on ne veut pas les toucher littéralement, ils sont juste bons à ramasser le caca et des trucs comme ça, quoi. Parce que officiellement, les castes aujourd'hui n'existent plus, mais dans les faits, ils sont très très présents encore aujourd'hui dans la réalité sociale en Inde. Est-ce que vous savez pourquoi il y a autant d'informaticiens indiens ? Eh bien parce que il y a 2 raisons à ça. Mm. La première est, dans chaque caste, il y a des sous-catégories, par exemple, j'en sais rien, coiffeur. Mm. Du coup, souvent, ça veut dire que ta famille doit rester plus ou moins coiffeur. Ok. Elle peut aller en dessous, elle peut aller à un truc un peu niveau similaire, mais rarement au-dessus. Non, mais jamais au-dessus normalement. Et du coup, il y a plein de nouveaux métiers où forcément la création des castes, ça n'existait pas, dont informaticien. Mm. Et du coup, par exemple, tu as des gens qui sont en bas de ces échelles de caste qui peuvent travailler comme informaticiens et espérer mieux gagner leur vie, en fait. Ok. Ah, c'est marrant. Ouais. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a pile poil 12 heures de différence avec les États-Unis et du coup, ça permet aux boîtes, aux States, de travailler 24 heures sur 24. C'est très pratique. Le capitalisme. Mais à faire attention parce que c'est pas parce que aujourd'hui vous pensez que vous pouvez faire un travail normal, si je puis dire, informaticien par exemple. Si je travaille avec un gars qui a un caste supérieur à moi, et bah lui, il va me juger H24. Mm. Et par exemple, il y a très peu de chances que je puisse avoir des postes de responsabilité. Je ne pourrai jamais manager des gens qui ont des castes supérieures à moi, des choses comme ça. Ok. C'est très banalisé, quoi. Ouais. Genre, c'est ça, ouais. Parce qu'en vrai, je trouve que, peut-être hot take, hein, mais je trouve qu'en France, c'est indirectement, tu vois. Mais il y a aussi, enfin, c'est pas des castes, mais en termes de classe sociale, tu Oui. vois. Alors, on est hypocrite en France. De Genre, ouf. on le dit pas, mais c'est tacite, tu vois. Oui. Puis même outre caste aussi, au niveau des origines des gens, quoi. Bah ouais, voilà, grave. Tu regardes les gens au pouvoir, ils sont tous blancs, quoi. Et des hommes. Bref. Mm. Mais du coup, en Inde, c'est encore très banalisé, quoi. Ouais, mais C'est normal. ça permet aussi d'avoir des... Ah, fun fact, je suis déjà partie en Inde et j'avais un guide et un chauffeur à un moment donné. Et justement, le chauffeur était un caste... Non, c'était pas le chauffeur. Le guide, du coup, vu que c'est un nouveau métier, tout caste peut faire le guide. Mm. Et notre guide venait d'un caste de guerrier, donc qui est plutôt élevé Ah, dans la waouh. hiérarchie. Et il bitchait tellement fort sur tous les autres, en mode « Ah, mais ils veulent faire le même métier que nous, ils se prennent pour qui à vouloir prendre notre travail et tout ». Ça m'a mis très mal à l'aise. Mm.
Donc, Gandhi, bien que contre une hiérarchie sociale, n'a pas voulu non plus abolir complètement le système de caste. Il propose de renommer les intouchables et faire en sorte qu'ils soient un peu moins maltraités, en gros. Et ça lui a été énormément reproché. Parce que trop modéré, quoi. C'est un socialiste, quoi. Gandhi Glucksmann. D'ailleurs, on reproche aussi qu'il a souvent éclipsé d'autres figures importantes dans ces justices sociales, justement, qui ont beaucoup lutté contre les castes, mais lui, il était plus connu et tout, et il prenait plus de place que ces gens-là. On estime aussi que ses efforts étaient purement symboliques et ne s'attaquaient pas aux structures réelles de l'oppression des castes. Paradoxalement, en 1921, il a écrit une lettre à un missionnaire chrétien où il dit « Je ne pourrais plus me considérer comme hindou si l'intouchabilité restait incluse dans l'hindouisme. » Donc c'est un gars qui change souvent d'avis, quoi. Qui se déconstruit, je suppose, ou j'en sais rien. En gros, il veut plus que dans la culture hindouisme, et la religion hindouisme plutôt, qu'il y ait un caste d'intouchables. Ah ok, donc c'est bien. Oui. Ah ok. À noter que ça, on l'a lu dans une lettre, mais ouvertement, il a jamais rien fait dans ce sens, tu vois ce que je veux dire. Donc, pas le courage de ses idées, quoi. Voilà. Et c'est très drôle, genre, j'ai écouté des podcasts sur Gandhi et tout. Et genre, il y en a qui étaient un peu vénères en mode, regardez ses actions et pas ses paroles. Just a man. Maintenant, on va faire un tout petit arc sur la religion avant d'aller sur une pente qui va... Vous êtes pas prêts. Très, très glissante. Bien qu'il soit pas mal éduqué au niveau des religions, notamment en Angleterre, il a rencontré pas mal de gens de différentes religions et tout. C'est un sujet qui l'intéressait. Il est pour une cohabitation des religions, mais il est très hindou lui-même. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va énormément lui critiquer. Lui reprocher. Oh, lui reprocher. En gros, pour lui, la politique et la religion, c'est indissociable. Pour lui, il est tellement pieux, si je peux dire, que sa personnalité publique et privée, si je peux dire ça, du coup, comme certains voudraient que ses croyances soient plutôt privées, pour lui, c'est pas possible. Ok. Mais du coup, c'est pas mal aliénant. Et les gens ont la sensation que ça exclut beaucoup les gens qui ne sont pas hindous, justement. Okay. Parce que dans ses codes, les symboles qu'il va utiliser dans ses paroles, il fait qu'utiliser du jargon hindou, quoi. Et en gros, il va utiliser que la symbolique hindoue tout le temps. Ouais. Parce que du coup, en Inde, il y a énormément de religions représentées. Je sais pas trop à quel point il y a énormément de religions, mais il y a les musulmans, il y a les hindous, et après, chrétiens, mais ça, c'est plus les blancs, quoi. Ouais. Oui, les colons, quoi. Ouais. Oui, non, mais moi, j'exagère, mais c'est vrai qu'il y a une partie de l'Inde, je crois, qui est musulmane. Qui est très musulmane, en effet. Et ça, justement, déjà, à l'époque, ça se fightait un peu autour de ça, quoi. Pour beaucoup de gens, ça renforce une division entre les gens, parce que qui sont de différentes religions, plutôt que de créer une idée d'un peuple uni, quoi. À noter qu'à l'époque, c'est très chaud entre les musulmans et les hindous, et que c'est bien renforcé par les Britanniques, cette tension. Ils l'utilisaient énormément. Oui, parce que s'ils perdent du temps à se fight entre eux, c'est du temps en moins qu'ils utilisent pour fighter les colonisateurs. Exactement. Et du coup, sa croyance étant quelque peu rigide, ça donnait lieu à des idées a priori plutôt conservatrices. Et ça limitait le progrès social. Dans ça. Donc, même si dans les faits, il voulait une entente entre musulmans et hindous, il a lutté dans ce sens, mais ses actions et sa croyance un peu trop présente fait que, dans tous les cas, ça divisait trop. Maintenant, on va attaquer finalement le sujet qui est un peu touchy, qui est Gandhi et les femmes. Gandhi s'est marié très jeune, à 13 ans. Oh, waouh! Mais c'est un mariage organisé et c'est totalement la norme en Inde à cette époque. Ok. Sa femme en avait a priori 14, d'après certaines sources. Milf. Mais gros... Ce qui va se passer, c'est que Gandhi, il a des idées très, 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 très paradoxales. C'est un enfer. Point positif, on va commencer par là. Pour lui, il voyait les femmes comme des actrices clés de l'indépendance indienne. Ok. Donc pour lui, il ne peut pas y avoir d'indépendance sans les femmes. Du coup,
il les encourageait énormément à participer à la désobéissance civile. Il louait, saluait leur capacité à endurer des souffrances et à mener des actions courageuses. Bah, je trouve que c'est un biais un peu sexiste, ce truc de oh, les femmes, elles sont tellement courageuses, elles souffrent tellement, Et elles sont pourtant, tellement regarde, discriminées, et pourtant, hein. elles se battent. Et en même temps, elle me fait la popote, quoi. Ouais. C'est incroyable. Et du coup, il militait pour l'éducation des filles et contre le mariage des enfants et de la dot. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est super. Et source approximative. Non, mais parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'une personne qui en parlait, donc je sais pas à quel point. Mais a priori, il jugeait que les femmes étaient plus fortes que les hommes. Ok. Vraiment, il était impressionné par les femmes en général. Mais c'est un homme de son temps. Il a une vision très traditionnelle de la femme, malgré tout, qui doit être épouse, mère et gardienne de la morale. Ouf. Et il prônait la chasteté et la modestie comme idéal féminin. Ah oui, petit fun fact, parce que genre... c'est un épisode à fun fact. Non, en plus, c'est pas fun fact, c'est juste je rebondis sur un truc que j'ai dit au-dessus. Où il encourageait les femmes à participer à ces actes de non-violence. Hein. Donc souvent, c'était des manifs, des boycotts, des trucs comme ça. Et il a fait une marche qui s'appelle la marche du sel, où en gros, il se plaignait... il y avait je vais pas aller dans les détails, mais les Britanniques avaient récupéré tout le sel et ils le revendaient super cher. Bref. Du coup, il a fait une marche symbolique pour aller jusqu'au bord de l'eau et récupérer du sel. Et il a interdit aux femmes de participer à cette marche. Donc du coup, tu vois... C'est pour les protéger, j'imagine. Bah non, c'était une marche pacifiste. Bah oui, c'est une marche pacifiste. Du coup, en vrai, pourquoi Beau parleur. Ouais. C'est quoi, dans la société d'aujourd'hui, ça s'appelle un prophème. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils voyaient cette action un peu comme un chevalier blanc, tu vois. Genre, ils voulaient que les hommes viennent sauver, que ce soit eux qui... Ouais, ça, c'est les gens qui essaient de leur trouver des excuses, non? C'est les pro-Gandhi. Je te dis, c'est un enfer. Genre, ouais. Mais justement, c'est critiquable, quoi. Genre, les gens critiquaient aussi ce côté de vouloir porter, soi-disant, la lutte pour tout le monde, alors que après, à côté, tu demandes aux femmes de pas venir. De pas venir, alors que tu dis venez, mais pas à celle-ci. C'est bizarre en plus parce que, plus t'as de monde, plus c'est répercutant, quoi. Donc, c'est ça. Si t'empêches à la moitié de la population de pas venir, bah, tu rates un peu ton truc. Après, je sais pas si ça a été utile, cette marche. Est-ce qu'ils ont récupéré quelque chose? Alors, je sais pas c'est quoi. J'ai pas cherché exactement parce que moi, je me suis spécialisée dans les petits dramas polémiques. Oui. Mais du coup, a priori, quand même, cette marche est très importante. C'est une des actions les plus importantes qu'il ait fait en termes de symbolique et tout. Okay. Bref, du coup, il était aussi opposé à la contraception et ne jurait que par l'abstinence. C'est très drôle, mais en gros, a priori, il était un peu chaud du cul. Genre, il avait... et justement, il avait trop de désirs et il sentait que spirituellement, s'il n'était pas capable de maîtriser ses désirs, il pouvait pas s'élever, quoi. Il n'était pas à la hauteur, quoi. Vraiment, il y a un délire autour de Gandhi et sa sexualité. On va parler d'un petit événement qui s'est passé, que j'ai pas eu trop le temps de fact-checker, mais je pense que c'est important de le dire malgré tout au cas où. C'est qu'en gros, il y a un événement qui l'aurait trauma par rapport à ça. Un jour, son père est un peu mourant. Il est alité et tout. Et le soir, il va rejoindre sa compagne pour faire ses petites affaires, quoi. Hélas, son père est mort à ce moment-là. Et du coup, il s'en est énormément voulu de pas avoir passé ses derniers instants avec son père et qu'il soit allé ken sa femme, en fait. Et plus tard, du coup, il aura un enfant mort-né qui dira que c'est un peu le karma pour justement... Ouais. Et du coup, ça va... A priori, ça serait ça qui est le trigger à chaque fois, quoi. Donc, il a un contrôle strict de sa sexualité après et de celle des autres aussi, parce que du coup, comme je disais, c'est qu'il demande à tout le monde de se contrôler et de gérer ses désirs, notamment dans les ashrams dont on parlait plus tôt, où les gens disaient, maintenant, même les couples mariés, vous dormez pas dans le même lit, ou même pas dans la même pièce parfois. Si vous avez envie, vous prenez un bain froid, et c'est tout, quoi. Si vous avez envie de ken, vous prenez un bain froid. Ouais. Et ça fait passer le... a priori, c'est la méthode Gandhi, quoi, genre... Ok, pourquoi pas.
Ah oui, je veux pas préciser, mais son vœu de chasteté, il le fait à 37 ans. Ok. C'est un âge où t'as moins envie de baiser. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être il y a eu la routine et tout. Je sais pas. Donc, pour ce qui va suivre, il y a plusieurs écoles, plusieurs sources qui ne sont pas d'accord. J'ai pas vraiment réussi à trouver qui avait raison, qui avait tort, mais je vais vous exposer du coup les deux points de vue. Vous ferez ce que vous voulez. Gandhi était marié à Kasturba, qui était une femme remarquable a priori, parce que vraiment elle a accompagné Gandhi dans tous ses trucs. Elle était très engagée à ses côtés, elle était pieuse et tout, pas de souci. Elle a même fait de la prison quand elle l'accompagnait dans ses trucs. Mais il se trouve que elle a fait plusieurs AVC et elle chope notamment une pneumonie. Donc ça c'est la V1. On suggère à Gandhi qu'elle devrait prendre de la pénicilline. Et Gandhi aurait dit que non, parce que à l'époque, lui, il était très soins ayurvédiques, des trucs comme ça, très médecine naturelle et tout, machin. Et il voulait pas de la médecine moderne, occidentale, tout ça, quoi. Parce que c'est à lui de choisir la médication de sa femme, évidemment. Attention, ça c'est la V1. Ah Et du coup, elle serait morte, voilà. Et Spoiler. spoiler. Et a priori, quand lui, Gandhi, aurait chopé la malaria plus tard, aucun souci à prendre des médicaments pour se rétablir finalement. Attends. A priori aussi, des archives montrent qu'il a subi beaucoup d'examens médicaux et interventions chirurgicales tout au long de sa vie, alors que Kasturba n'a pas eu le droit à la pénicilline qui aurait pu lui sauver la vie. C'est abusé. Ok. Mais donc, c'est une version. C'est une version. Ok. L'autre version est que, en gros, elle est malade, tout ça, mais a priori, c'était la fin pour elle. Entre guillemets, elle galérait. Et Gandhi était pas pour la pénicilline parce qu'il voulait que ça finisse, quoi. Ok. Dans tous les cas, là, elle souffrait trop et qu'elle en aurait pas eu pour très longtemps. Elle-même n'était pas très contre. C'était plutôt un de ses fils qui voulait absolument lui donner la pénicilline. Et au début, Gandhi disait non. Après, elle dit mais si tu y tiens, vas-y, quoi. Ok. Voilà. Dans tous les cas, les médicaments et dans la V2, les médicaments ne seraient pas arrivés à temps. Ok. C'est quand même deux salles, deux ambiances, je trouve. Ah ouais. Et je suis un peu saoulée de ne pas avoir trouvé plusieurs sources qui iraient dans la même direction d'une ou de l'autre version pour savoir exactement ce qui se passe. Mais voilà, vous avez au moins les deux versions. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je dis quand même que visiblement, dans des sources qui ont l'air un peu sûres, c'est qu'il aimait bien s'approprier le corps des gens, quoi. Oui. Et leur dicter ce qu'ils devaient faire. C'est tout ce que je dirais. Après, il y a des petites choses qu'il a dit sur les femmes qui subissent des V. Oula. Et c'est peut-être un des trigger warnings que j'ai oublié, mais qui pourrait être dit juste parce qu'il y a une citation que je vais dire qui n'est pas forcément bonne à entendre. Ok. Attention. J'ai toujours pensé qu'il était physiquement impossible de V une femme contre sa volonté. L'outrage n'a lieu que lorsqu'elle cède à la peur ou ne réalise pas sa force morale. Si elle ne peut pas faire face à la force physique de l'agresseur, sa pureté lui donnera la force de mourir avant qu'on ne réussisse à la V. Voilà. Oh Dieu. Ma foi, c'est de ta faute. Ouais, Et du coup, si tu subis une tentative, suicide-toi, quoi. Voilà. Ouais, parce que j'imagine que du coup, si elle se fait V, elle est souillée et... Oui, c'est sa faute, de toute façon. Oui, et puis là, ouais, elle est plus dans la chasteté, un peu que lui, il voyait, justement, quoi. C'est horrible. Ouch. Bon Donc, gars. voilà. Et il pensait qu'une femme pure trouverait la force de ne pas céder à son agresseur. Céder à son agresseur. Ouais, ça n'a aucun sens. Du coup, voilà, il minimisait énormément la réalité des faits. Le mec est à un autre niveau. Et après, d'un autre côté, à son époque, c'est pas étonnant de penser ça, quoi. Bah, de toute façon, encore aujourd'hui. C'est la fête des femmes, c'est un CV, quoi. Ouais, donc nous, aujourd'hui, c'est peut-être notre tenue. Là-bas, c'est ta pureté morale, spirituelle. Ouais. Donc, mais jamais gagnante. Dans tous les cas, il y a une excuse, quoi. Genre, il n'y a pas de sauce. Du coup, dans son contrôle, j'ai oublié d'en parler, dans son contrôle de la sexualité des gens qui l'entourent, il y a beaucoup de disciples qui se sont barrés par rapport à ça.
parce qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec ça. Parce que comme je disais, c'est qu'eux n'ont pas fait le vœu de chasteté ou des trucs comme ça. Donc, Oui, il a pas imposé, quoi. ouais, c'est ça. Mm. Et maintenant, on vient un peu au truc le plus insane, je trouve, dont on parle très très peu. En gros, Gandhi a fait ce qu'on appelle des tests de célibat, de chasteté. Il appelle ça des celibate experience. Ok. C'est un truc de mascu. Ah bah. En gros, il voulait tester sa maîtrise de soi. Oula. Et est vraiment sûr que il était capable de maîtriser ses désirs. Donc, il lui est venu une idée, mais ma foi de génie, c'est de dormir nu avec des jeunes femmes. Tout le monde est à Walp et le but c'est de pas toucher. D'ailleurs, parmi elles, sa propre nièce, qui a 17 ans, qui le fera pas mal de fois. What the fuck. Donc, plutôt de jeunes femmes. Il en a eu des plus âgés de la trentaine et tout, mais... Ouais, parce que les jeunes filles, c'est vraiment genre le comble de l'envie sexuelle, quoi. De ouf. Il y a même une, alors là, ça me... C'est la femme de son neveu. Ah, waouh. Et il a dit non, je précise qu'aucune d'entre elles ne voulait. Il a forcé. Bah, elles Certaines avaient étaient... qu'à avoir un peu plus de pureté morale. Ils auraient pu dire non, sinon. À la limite, certaines étaient peut-être OK à condition d'être habillées. Et il a dit non, l'expérience c'est à poil ou c'est pas... Il n'y a pas d'expérience, quoi. Il faut les tester, elles aussi, les femmes. C'est pas que lui, hein. Genre... Il a cru qu'elles allaient lui sauter dessus, genre. De ouf. S'il te plaît, laisse-moi dessus, c'est par pitié. J'en peux plus. Du coup, même son neveu était plutôt vénère parce que pourquoi ma femme, quoi. Et en plus, il s'avère que c'était toutes des femmes de son ashram qui du coup dépendaient de lui d'une certaine façon. Parce que forcément, à l'époque, n'oublions pas que dans les ashrams, on vit que très pauvrement. Il y a une dépendance financière, si je puis dire. Ouais, matériel. Ouais, matériel. Il y a la dépendance, forcément, le mec est quand même une rockstar aussi, entre guillemets. Spirituellement, c'est le guide du peuple, quoi. Donc, ouais, il y a... Il y a des dynamiques de domination qui font qu'elles ne sont pas en capacité de dire non, quoi. Et en plus, certaines avaient 17-18 ans. Il y avait ça aussi, quoi. Et alors là, ça, j'ai galéré à trouver, écoute-moi. Mais il se passe qu'il y a des conflits dans une région d'Inde entre les musulmans et les hindous. Gandhi va sur place, il essaye de calmer, mais il n'y a rien à faire, les émeutes sont trop fortes et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit que s'il n'arrive pas à communiquer, calmer les ardeurs des gens, vu qu'il n'est pas finalement un bon leader, c'est parce que justement, il ne sait pas gérer ses désirs et ses pulsions. Ok. Et du coup, plus les émeutes étaient fortes, plus les expériences étaient redondantes, si je puis dire. Quoi, il en faisait en fait. Ah, waouh. Et du coup, attends, mais tu te dis que le gars, il était persuadé que s'il y avait la guerre en Inde, dans cette région-là, c'est parce qu'il ne savait pas gérer ses pulsions sexuelles. C'est un égo trip d'un niveau, je trouve. Ah, waouh. Je dis, mais pardon. Et quand j'ai lu, mais surtout qu'attends, parce que du coup, oui, il était seul avec ses femmes pendant ses expériences. Oui. Et donc, on ne sait pas ce qui se passait pendant ces expériences. Alors, ça, tout le monde est assez raccord pour dire qu'il n'y a jamais eu de dérapage. Quand les femmes se sont exprimées, quand les trucs... Mais par contre, quand ça s'est su, parce qu'au début, il n'en parlait pas ouvertement, il y a beaucoup de gens qui se sont barrés. Donc, par exemple, je crois que le mec... Il y a 2 gars qui étaient très proches de lui, je ne sais plus exactement c'était quoi. C'était pas un bras droit, et le mec qui écrivait un peu sur lui ou qui le suivait. Ou, je sais pas s'il écrivait sur lui ou c'était un peu son secrétaire ou quoi. Okay. Lui s'est barré. Et il a dit non mais c'est de la folie. Et tout le monde était là en mode mais mec, mais genre il te manque une case. Okay. Et lui il disait absolument pas. Quoi, je vois pas où est le problème. C'est une expérience pour... D'accord. Donc voilà. Il y a eu ça et il l'assume plutôt bien parce qu'il a écrit dans son livre. Ok. Ma foi, on arrive un peu à la fin sur sa position envers Hitler, l'Holocauste et les Juifs. Oula. Eh oui. Alors, en gros, il aurait écrit une lettre à Hitler où il commence par friend, ami en anglais, et enseignant your sincere friend, ton ami sincère. Du coup, pour beaucoup de gens, c'est une dinguerie.
Mais cependant, il y a beaucoup de gens qui disent attention, parce que c'est une formule classique d'expression chez les Indiens. C'est-à-dire que c'est pour montrer du respect. Du coup, voilà. Certaines sources disent attention, genre, là, vous. C'est de l'interprétation. C'est quoi. l'interprétation, c'est dans notre culture, c'est pas comme ça. Après aussi, à noter Mais que. pourquoi il écrivait à Hitler? Parce que justement aussi, les gens disent faut nuancer parce que dans cette lettre, il essaye de tenter d'éviter la guerre. Ok. Et dans une autre lettre, parce qu'il écrit une deuxième lettre, il lui dira que tout le monde est ses amis et qu'il aurait aimé tenter d'aimer tout le monde sans distinction. Par contre, admettons, pour cette histoire de My Friend, il a quand même quelques conseils aux juifs allemands. Voilà, donc si aujourd'hui vous êtes un peuple qui est en train de se faire exterminer, Gandhi a ces petits tips pour vous, qui est de pratiquer le satyagraha, qui est la résistance non violente. Suite à la nuit de cristal qui s'est passée en 1938. C'est quoi la nuit de cristal? La nuit de cristal, c'est un pogrom qui a été fait contre les juifs où on va du coup les exterminer, faire du pillage et du massacre. Du coup, juste après cette nuit de cristal, il dit il aurait fallu qu'il fasse de la résistance non violente, de la résistance passive, plutôt que de fuir ou de faire la guerre. D'accord. Va dire ça aux Palestiniens actuellement qui se font génocider. Mais ça, tu vois, je pense que en réalité, le fait que Gandhi vient d'une classe sociale élevée, ça explique aussi pourquoi c'était un mec pacifiste et qui prônait la non-violence, parce que d'un autre côté, les classes sociales élevées, les bourgeois, etc., ils voient d'une très mauvaise manière la violence, parce que d'un autre côté, la violence, c'est vraiment les revendications du peuple. C'est utilisé pour dire « Ah, mais regardez, les gens, ils sont violents ». Du coup, ça justifie les violences symboliques et systémiques que les classes privilégiées bourgeoises, elles font subir aux classes populaires. Ouais. La Révolution française, c'est ça, tu vois. Oui. C'est les classes populaires qui en peuvent plus. Et en fait, leur seule manière de revendiquer des choses, c'est en étant violente. Ouais. D'ailleurs, il y a ce questionnement qui est très intéressant, qui est pourquoi Gandhi a été autant une rockstar. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Pourquoi promouvoir des gens qui sont non violents? Parce que dans les faits, ça avance pas grand-chose, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent et qui sont persuadés que Gandhi était côté britannique. Il a été utilisé par les Anglais. C'est eux qui l'ont poussé à se rendre de rockstar, parce qu'en vrai, ok, il s'était battu en Afrique du Sud, sachant que pendant qu'il faisait son truc contre la ségrégation indienne, il s'est quand même engagé dans l'armée anglaise, il s'est battu pour les combats anglais, il a quand même eu son éducation en Angleterre, etc. Déjà, en Afrique du Sud, il était conscient que pour avoir un meilleur traitement, il fallait sucer les Anglais. Okay. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Gandhi était envoyé aussi à pas mal d'endroits où ça chauffait, où il y avait des gens qui étaient engagés dans le même combat que lui, mais qui n'étaient pas dans la non-violence. Et en gros, on envoyait Gandhi là-bas et il calmait tout le monde. Et on disait, non, viens, quoi, peace and love, quoi, entre guillemets. En fait, voilà. il a été instrumentalisé Exactement. par les Anglais. C'est pas étonnant que la non-violence, elle soit mise en avant par les colonisateurs, par les Anglais, et par les dominants. Voilà, c'est ça. Mais parce que ça les arrange bien. Ouais. Il n'y a pas de résistance, alors qu'on est supérieur en nombre. D'ailleurs, si on regarde dans l'histoire, toutes les luttes violentes, c'est les luttes qui ont eu un vrai impact, si je puis dire, où il y a eu vraiment un avant-après. En fait, juste des manifs seuls, ça ne marche pas. Ouais. Mais après, je pense que, tu vois, Gandhi, ça a été une figure très importante parce que les classes dominantes se sont appropriées son combat pour dire regardez, avec la non-violence, on peut faire quelque chose. Mais je crois que j'avais déjà lu un truc comme ça. Comme quoi il avait un peu été instrumentalisé par les Britanniques pour dire mais en fait, regardez. Les Occidentaux en général, quoi, Oui, tout le monde utilise, ouais. et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une figure très importante. C'est sous-entendu, regardez, sans violence, on arrive à des choses. Et en fait, il y a beaucoup d'historiens, dont notamment indiens, qui vont dans ce sens-là, de dire non, s'il a pu faire autant de choses, c'est parce qu'il était en backup avec les Anglais tout du long, en fait. Il a retardé de 20 ans l'indépendance de l'Inde. Ok, trop intéressant en vrai. Bah écoute, j'espère que ça vous a plu. Non, mais moi je trouve que ça ouvre des pistes de réflexion, mais je trouve que ça, en fait, ça montre comment en fait Gandhi, sa personne et aussi son image a été instrumentalisée par les classes dominantes pour promouvoir
la non-violence. Oui. Et d'ailleurs, il y a plusieurs aussi livres là-dessus. Ouh, petite reco littéraire. Ouais, alors je les ai pas tous lus, mais déjà, il y a Saint Luigi Ah oui, bah oui. de Nicolas Flamand qui parle justement du capitalisme finalement. Et t'as Comment la non-violence protège l'État, que je viens tout juste de commencer, de Peter Gelderloos. Et du coup, je sais pas si je prononce ça bien, mais qui parle en effet du coup de pourquoi on va rendre des personnes qui sont non-violentes beaucoup plus connues. Et c'est aussi le débat avec Martin Luther King, par exemple, mis en parallèle avec Malcolm X. On ne dit pas que Martin Luther King n'est pas un chouette gars ou quoi, mais c'est pourquoi lui qui ressort beaucoup plus que Malcolm X, parce que c'est beaucoup plus facile de latter et de gérer des gens qui sont non-violents, qui sont pacifiques, que des gens qui ont des actions violentes, quoi. Oui, mais parce qu'en fait, ça participe à l'histoire qu'on a envie d'écrire. Exactement. Pour empêcher les populations de soulever, de se révolter. Parce qu'en fait, si tu mets en avant que des combats non violents, en fait, si les populations, elles n'ont pas la possibilité de s'instruire, de faire des recherches, etc., en fait, on ne voit pas qu'il y a eu d'autres moments dans l'histoire où des populations se sont révoltées et qu'elles ont buté des gens. En France, en vrai, le seul marqueur historique qu'on a en termes de violence, c'est la Révolution, mais je suis sûre qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il y en a eu masse. Bon, il y a la Saint-Barthélemy aussi, où c'était assez sanglant. Ouais, puis même les suffragettes ou quoi, elles étaient violentes de ouf. Mais bref, il y a eu plein de trucs, et souvent, on dit que c'est un peu indissociable de la lutte, c'est qu'il faut un courant pacifique comme ça, et un courant violent. Et c'est les deux qui vont faire avancer les choses, pas l'un sans l'autre. Voilà. Preach. Voilà. Donc, allons monter sur l'Élysée. Non, mais déjà, on vote et les filles l'année prochaine, et on verra pour la suite. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Sachez qu'il y aura un épisode la semaine prochaine sur la chaîne de Marie. Et prenez soin de vous, profitez de votre été. J'espère qu'il n'y aura pas de canicule quand cet épisode sortira. Et hydratez-vous. Voilà. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne de Camille. Mettez 5 étoiles sur les plateformes de streaming sur lesquelles vous l'écoutez. De même chez Marie et ses cafards. Oui, voilà. Donnez-nous du clout pour qu'on puisse vivre de nos podcasts. Voilà. Gros bisous la team. À bientôt. À bientôt.